Vous aimez grignoter? Alors suivez Jeannette Conrad en Allemagne et, une fois n'est pas coutume, en Angleterre. Vous savez peut-être que le mot allemand Keks vient de cakes, le pluriel de gâteau en anglais. Il a fait son entrée officielle dans la langue allemande au début du XXe siècle. Mais saviez-vous aussi que ce néologisme n'aurait jamais vu le jour sans ce petit biscuit doré à point, le Leibniz Butterkeks? Le petit beurre allemand est créé à la fin du XIXe siècle, dans la bonne ville de Hanovre, par Hermann Balsen. Balsen a travaillé dans le commerce du sucre en Angleterre. Il y a découvert les cakes, ces petits gâteaux secs très pratiques pour le voyage, d'où l'idée d'importer le concept en Allemagne. Dans un premier temps, ce biscuit, déjà sous emballage à l'époque, s'appelle Leibniz Cakes, du nom du philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz, longtemps en poste à Hanovre. Un hommage, mais sans doute aussi un clin d'œil, Leibniz ayant suggéré dès le XVIIe siècle de remplacer le pain des soldats par un produit de longue conservation, la biscotte, cousine de notre Butterkeks. En 1898, Balsen lance un nouveau slogan pour doper les ventes. Was ist die Menschheit unterwegs? Na selbstverständlich Leibniz-Keks. Que mange l'humanité sur les routes? Des Leibniz-Keks, bien sûr. Comme les Allemands de l'époque ne parlent pas aussi bien l'anglais que ceux d'aujourd'hui, ils prononcent ce mot étrange à l'allemande, autrement dit Kakes. Pour sauver la rime, Hermann Balsen germanise ni une ni deux le mot anglais et ça a donné Keks. Et comme les biscuits Balsen ont vite remporté un vif succès, le néologisme entre dans le dictionnaire de référence, le Duden, dès 1905. D'abord sous cake, pluriel Keks. Il a fallu attendre 1911 pour que le mot prenne sa forme actuelle, Keks au singulier et Kekse au pluriel. Ils viennent du Soudan, du Gabon, de Syrie ou d'Iran et ils ont quitté leur pays d'origine pour une nouvelle vie en Europe. Carambolage leur a posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous surprend en Allemagne? Je m'appelle Ayman Aisnavi, j'ai 21 ans, je viens de Syrie et je vis en Allemagne depuis 2 ans et demi. Récemment, j'étais chez un ami, sa maman avait déjà préparé à manger. On arrive, on prend des assiettes et on mange seul dans la cuisine. Toute la famille avait déjà mangé. Je trouve ça plutôt surprenant, la vie de famille en Allemagne. Le fait qu'on ne mange pas souvent ensemble. Et même quand on veut manger ensemble, il faut carrément se donner rendez-vous. Chez nous, en Syrie, ça se passait autrement. On mangeait toujours ensemble, à chaque repas. On attendait que la dernière personne se soit assise à table. C'était sacré. C'était presque une loi. Lors de sa dernière randonnée dans la campagne bretonne, Claire Doutrio a fait une découverte assez surprenante. Mais voyez plutôt. Récemment, j'ai découvert un coin de France que je ne connaissais pas, le pays bigoudin, la pointe sud de la Bretagne, là. C'est ici qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes portaient encore ces splendides coiffes de dentelle, aussi hautes qu'un clocher, voire qu'un phare. Justement, me laissant guider dans ce pays tout plat par un puissant phare, je suis parvenue à la pointe extrême de la presqu'île de Pinmar, à Saint-Pierre, au pied du dit phare. Il est énorme, massif, avec sa tour à pans coupés en grosses pierres apparentes de granit gris et son large socle. Bon, je n'ai pas le choix, j'attaque donc l'ascension du colosse et tandis que j'escalade les 272 marches, j'ai tout loisir pour méditer sur la rude vie des pêcheurs et des gardiens de phare, mais aussi tout à coup, voilà que le nom de ce phare m'interpelle. Ce phare, situé à la pointe extrême de la Bretagne, s'appelle Phare d'Eckmühl. Phare d'Eckmühl. Ça ne sonne pas vraiment français, Eckmühl. Alors ce serait du breton? Sur ce plan, mes connaissances sont fort limitées, toutefois je n'ai pas l'impression de reconnaître dans ce Eckmühl des consonances bretonnes. Et pour cause. Eckmühl, c'est le nom d'une petite commune bavaroise, proche de la ville de Regensburg. Enfin, c'était le nom,
car aujourd'hui, la commune s'écrit Eggmühl et non plus Eckmühl. Et cette commune allemande est restée célèbre dans l'histoire à cause de la cinglante défaite que les troupes napoléoniennes y ont infligée aux Autrichiens le 22 avril 1809. Au cours de cette bataille, le maréchal Louis-Nicolas Davout a joué un rôle décisif. Aussi, Napoléon, qui ne tergiverse pas en pareille occasion, nomme-t-il son fidèle maréchal prince d'Eckmühl. D'ailleurs, comme Davout se fait également remarquer en 1806 lors de la bataille d'Auerstedt contre les Prussiens, le voici couronné duc d'Auerstedt. Donc, Davout, duc d'Auerstedt et prince d'Eckmühl. Sa fille, Adélaïde Louise d'Eckmühl de Bloqueville, est une femme de lettres et une poétesse qui entretient à Paris un salon fort prisé. Très fidèle à la mémoire de son père, elle veille à entretenir sa gloire. Comment rendre éternel le nom d'Eckmühl? En décidant de léguer 300 000 francs pour la construction d'un phare. Il aura deux fonctions: assurer la pérennité d'un nom grâce à une construction indestructible en granit et racheter les morts du champ de bataille d'Eckmühl par les vies sauvées grâce au phare qui devra porter le nom d'Eckmühl. Les larmes versées par la fatalité des guerres, que je redoute et déteste plus que jamais, seront ainsi rachetées par les vies sauvées de la tempête. Il se trouve qu'à l'époque de ce legs, la France vient de décider de moderniser ses phares les plus stratégiques et notamment de construire à côté de l'ancien phare à huile de Pinmar un nouveau phare électrique capable d'éclairer à une distance de 100 km. Il faut dire que cette pointe est l'un des endroits les plus dangereux des côtes bretonnes et que le lancement des conserveries de sardines renforce la pêche. On décide donc d'alléguer ce don inespéré d'Adélaïde Louise d'Eckmühl de Bloqueville au futur phare de Pinmar et le budget exceptionnel permet de le construire plus haut, plus beau, plus solide, plus moderne. Le phare, qui culmine à 66 mètres et dont le feu blanc jaillit toutes les 5 secondes, est inauguré le 17 octobre 1897. Il est richement appareillé, granit de Kersanton, qui allie un grain très fin à une haute résistance, parement d'intérieur en plaques d'opaline azurée, plafond revêtu de plaques de marbre bleu et salle d'honneur lambrissée de panneaux en chêne de France et de Hongrie, dans laquelle trône, bien sûr, la statue du maréchal Davout. Ouf, nous voilà parvenus au sommet, sur la corniche, juste en dessous de la lanterne. Profitons-en pour admirer la côte, la mer et avoir une pensée pour cette lointaine bataille, témoin des folies hégémoniques de l'empereur français. À propos, le phare n'est pas le seul à pérenniser le souvenir de la bataille du même nom. Un lion le fait aussi, un lion de bronze qui trône sur le champ de bataille lui-même à proximité d'Eckmühl et qui veille farouchement sur les milliers de morts qui reposent ici. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui? Vous trouvez? Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. C'était très subtil. Mais si vous étiez bien attentif, vous avez repéré sur les bacs de vinyle l'abréviation TRS. TRS pour tour. 33 tours, donc, qui désigne en France les disques de longue durée. Nous étions donc en France.